quand j'ai ouvert, il y a eu le Covid en 2020. Quand on a été déconfiné, ça a été la folie. Tout se vendait, mais à des prix. T'avais une maison qui valait 200 000 euros au mois de janvier, elle valait 250 000 euros au mois de mai. Ça a été un truc incroyable. Et ce qu'on va essayer de déterminer, c'est quelle stratégie on peut mettre en place pour vendre vite, pour éviter que la banque saisisse, pour éviter que le client ne se retrouve avec la possibilité de payer ses droits de succession. Donc chez nous, on va vraiment faire une analyse de la situation des gens. C'est ça qui change tout. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin qu'on fait. Mais c'est par là que je veux aller. Oui, je vise le sommet de la montagne, mais peut-être que tu vas arriver à 2 km du sommet, mais tu auras fait 7 km. Mais en tout cas, tu iras toujours plus loin que si tu ne démarres pas. Et si t'as pas de plan, tu vas nulle part. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ultra Cash. Et comme d'habitude, on a la chance d'avoir l'exceptionnel Marvin Ndiaye. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi, Amine? Très très bien. Aujourd'hui, on a un invité d'exception, de qualité, d'immobilier, qu'on avait hâte de recevoir à multiples reprises. Et au final, on a la chance de l'avoir. Marvin, je te laisse le présenter. Anthony, bienvenue dans Merci l'Ultra beaucoup. Cash. Merci beaucoup, Marvin. Merci c'est un à vrai toi. plaisir d'être là avec vous deux. Premier podcast pour toi? Premier podcast, en tout cas de ce niveau. J'en avais fait un petit pour m'amuser une fois, mais c'était plus anecdotique. Mais là, voilà, avec le grand Marvin, avec mon ami Amine, tout va bien. Ouais, on a l'habitude de faire des tournages Ouais. tous les mois pour tes réseaux sociaux. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un exercice un peu différent, plus de caméras et plus de personnes autour de la table pour discuter, mais tu vas voir, ça va bien se passer. On va parler un peu de ton parcours. Comment vous vous êtes rencontrés? Non, je crois que tu peux dire le premier contact qu'on a eu avec Anto, mais on va d'abord le laisser se présenter. Est-ce qu'Anto, tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Et ouais, très simplement, moi c'est Anthony, j'ai 32 ans, Anthony Casula, j'habite en province du Luxembourg, un petit village qui s'appelle Marchand-Famenne, où j'ai commencé en tant qu'agent immobilier. Donc voilà, j'ai créé une agence, puis au final, au fil de l'état d'avancement des choses, aujourd'hui j'en ai 7, à peu près partout en Wallonie, Bruxelles qui arrive, et alors également une implantation sur Dubaï et ici en Espagne. En combien de temps? En 5 ans, Incroyable. en 5 années. Papa Voilà. aussi? Exact, ouais. Une petite fille qui a 6 ans récemment, et alors une chérie qui a aussi sa petite d'1 an, donc voilà, une petite famille, 4... Anto, comment tu as commencé dans l'immobilier? C'est quoi ton histoire avec l'immobilier? L'immobilier, c'est un peu particulier. Donc, en réalité, ça a démarré d'un rêve. Simplement, un jour, je te la fais bref parce que j'ai déjà expliqué ça dans une T'es vidéo. pas obligé de la faire brève et tu peux l'expliquer bien en long ici parce que personne n'a vu ta vidéo. Ok, écoute, c'est très... Il n'a pas de cœur. Il a pas de cœur, non, Marvin. mais non. C'est depuis qu'il a rencontré l'ambassadeur d'Inde Non. et du Sénégal. C'est fini, c'est plus le même. Hein. Arrêtez. Ce matin, il est venu en lambeau. Mais bon. Non, il faut qu'Anto... En fait, tu sais que plus tu répètes une histoire, plus tu vas être connu pour cette histoire. Et que Ok. c'est hyper important. Moi aussi, à la base, j'avais ce défaut. C'est pour ça que je te le fais. C'est que je pensais que quand je disais une chose une fois, genre tout le monde l'avait entendu. Alors qu'en vrai, personne l'a entendu. Ouais, j'avais pas Tout le envie monde de faire s'en genre, fout. tout le monde raconte la même chose. Et ouais, je sais que t'as pas envie Ouais. de faire genre, mais vas-y, raconte-le et genre partage-nous cette histoire. Que moi, personnellement, je connais, Amine aussi. Mais vas-y. Et la plupart des gens ici la connaissent pas. En fait, très simplement, moi, quand j'avais, je pense, 16-17 ans, j'étais à l'école, j'étais en secondaire, j'étais pas un super bon élève, comme tout bon entrepreneur, je pense. Et voilà, je passais beaucoup mon temps avec mes potes, j'habitais à Liège à ce moment-là, et on était plus dans la rue que dans la classe. Et il venait de sortir en 2008 Iron Man. Tu vois, le premier Iron Man où tu as Tony Stark qui roule avec la nouvelle Audi R8. Tu sais, ça a été une folie à ce moment-là quand ils ont sorti ce film-là avec cette voiture. C'était la présentation. Et je pense un mois ou deux plus tard, alors que je sèche les cours, je vois quoi dans la rue? Une Audi R8 qui passe, comme dans le film. Et je me dis, waouh, incroyable, quoi. La voiture du film. Et j'ai mon pote qui me dit, ouais, mais lui, il habite près de chez moi. C'est l'agent immobilier de l'agence immobilière Intel. Et je me suis dit, en fait, tu sais quoi, je crois que je vais peut-être retourner en classe. Je vais aller faire de l'immobilier après. Et voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc j'ai d'abord été au Rivageois, donc j'habitais Liège, comme je le disais. Et là-bas, il y a une école où il y a une section IMO que j'ai réussi. Puis après, j'ai démarré comme stagiaire. Donc j'ai travaillé pendant 1 an chez Century 21. Puis après, j'ai été dans le groupe ERA. Et en 2019, j'ai vu une opportunité avec le numérique, avec le digital, de faire les choses de manière un peu différente. Et j'ai ouvert Easy Home. Donc pourquoi Easy Home? Maison facile, on facilite la vie de nos clients, on rend l'immobilier plus accessible. C'était un peu l'idée finalement d'enlever toute cette partie chronophage, toute cette partie un peu mystérieuse du monde bancaire, du monde immobilier, pour finalement qu'on facilite le processus et que les gens aient vraiment un parcours beaucoup plus fluide, beaucoup plus optimisé, avec une dimension financière aussi, puisqu'on va aller chercher le meilleur prix possible pour eux, si tu veux. Ce que tu dis pas, c'est qu'au bout de quelques années, tu as pu t'acheter une R8. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc la voiture du film, je l'ai eue au bout de 3 ans. Waouh!
Au bout de 3 ans, ouais. Donc, la même. Sauf que moi, je l'avais en grise et je crois que dans le film, elle est blanche, si je dis pas de conneries. Mais ouais, Passionné effectivement. d'automobile alors. Passionné d'automobile, comme toi. D'ailleurs, on est cousins auto, puisque j'ai remis l'air 8 pour la Lambo, comme tu sais. Et voilà, donc, Très content de la Lambo. ouais, super. Super voiture, honnêtement. C'est un rêve d'enfant aussi. Et je pense que ça, c'est important de toujours se mettre un rêve, parce que tu sais jamais vraiment comment tu vas l'atteindre, mais ça te donne une vision, ça te donne un cap, et tu sais pourquoi tu te bats. Ça te donne de la motivation. Et aujourd'hui, Easy Home, ça représente quoi en collaborateurs, en nombre de maisons vendues, en clients contents? Comment ça se chiffre en termes de satisfaction? Alors, en client content, j'espère 100%. On ne fait jamais 100%, mais en tout cas le plus possible. En quelques chiffres, en 2024, on clôture à 2,2 millions Mhm. donc de commissionnement. Ça représente un volume d'affaires d'à peu près 70-80 millions d'euros de volume de vente. Pour- Donc, un peu plus de 300-350 maisons vendues, je pense, sur l'année 2024, avec finalement 10 collaborateurs donc, qui ont produit ce chiffre. Mais comme on est en phase de croissance et de recrutement, aujourd'hui on est 23. On espère être une cinquantaine avant la fin de l'année 2025. Wow. Et donc en croissance organique, donc on n'est même pas encore sur du rachat d'entreprise, on n'a pas encore non plus développé. T'as jamais fait de levée de fonds, rien? Non, T'es non. en pur fonds propres. Pur fonds propres, actionnaire 100% principal, à la tête du bateau. Mais voilà, on étudie aussi les opportunités de grandir de manière externe, pourquoi pas, puisque la boîte finalement est en train donc de prendre beaucoup de parts de marché, d'évoluer. On regarde, et notamment avec Ultra d'ailleurs, puisque vous m'avez quand même donné pas mal de perspectives que pour moi n'étaient pas envisageables, ou du moins j'avais pas la connaissance qu'il y avait moyen de faire ces choses-là. Là, on étudie les options, donc l'année 2025 va être l'année donc de la stratégie, va être l'année de la croissance et surtout de la stabilisation, puisque le bateau, il faut aussi le maintenir à flot et faire en sorte que la croissance ne joue pas sur la qualité, ne joue pas non plus sur finalement la satisfaction client, on en parlait. On essaie d'avoir des taux de satisfaction et de réussite très importants. Et ça, c'est une volonté pour moi, c'est qu'on reste dans cette qualité, quitte à grandir parfois un peu moins vite, mais toujours vraiment garder ce focus de la qualité. Est-ce que tu as toujours eu une belle croissance qui évoluait chaque année, ou alors tu as eu un moment de down où il y a eu un gros creux? Ouais, bien sûr. Ouais, tu sais nous en parler un peu? En fait, effectivement, première année, tu es tout seul. Donc tu fais ton chiffre. Donc j'avais fait, c'est pas mal, tout seul, une cinquantaine de ventes tout seul. Waouh. Je faisais tout à ce moment-là, le marketing, l'admin, je faisais encore mes photos, je faisais ma compta, enfin bref, la tête dans le guidon, 20 heures par jour. Vous connaissez ça tous les deux. Je pense que tout entrepreneur qui lance sa boîte, la première, voire la deuxième année aussi, il cravache. Donc j'avais fait un petit chiffre de 200 000 euros. Bien. Que Parce que c'est du commissionnement. Ouais, c'est ça. Donc c'est Avec du une profit. marge EBITDA magnifique. Ah ouais, Mais c'est par contre, important de bien nuancer, c'est du conditionnement, donc c'est de la marge pure, quoi. c'est ça. C'est de la marge pure. Maintenant, forcément, plus la boîte évolue, plus cette marge diminue, puisqu'on investit beaucoup pour le client, on fait en informatique, en IT, en personnel et en structure aussi. Mais là, la première année, la deuxième, j'ai doublé le chiffre. Wow. La troisième, j'ai redoublé le chiffre. Toujours tout seul? Non. La deuxième année, on a commencé à recruter. J'ai eu 4 personnes. On est monté à 8 personnes, voire 9 personnes la troisième année. Et puis après, malheureusement, donc en fait, quand j'ai ouvert, la première année 2019, puis il y a eu le Covid en 2020, quand on a été déconfiné, ça a été la folie. Tout se vendait, mais à des prix. Tu avais une maison qui valait 200 000 euros au mois de janvier, elle valait 250 000 euros au mois de mai. Ça a été un truc incroyable. Et donc à ce moment-là, on a vraiment pris la vague, et ce qui a fait que finalement, les gens nous ont rejoints. On a vendu, la boîte a très fort monté. Mais par contre, pour répondre à ta question, Amine, entre mai 2023 et février 2024, ça a été une période très très creuse. Là, honnêtement, ça a quasiment bouffé toute la trésorerie qui avait été accumulée les 3-4 dernières années, parce qu'il y a eu une annonce du gouvernement et les taux sont passés de 0% pour les emprunteurs à jusqu'à 5%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier, on voit les prix des maisons, mais à quoi c'est corrélé? Finalement, c'est pas un budget, c'est une part de son revenu qu'un ménage moyen peut consacrer à son logement. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maison de 250 000 euros, par exemple, à un taux d'intérêt de 1%, ça représente 1 200 1 250 euros par mois. Donc un couple qui gagne 3 000, 3 500 peut se la permettre. Quand les taux passent à 5%, c'est plus 1 250 euros par mois, tu arrives quasiment à 1 700, 1 800. Ce couple-là, il ne peut plus l'acheter.
Donc forcément, ça a réduit complètement le nombre de ventes. Et je pense que sur 6 mois, on a fait moins de ventes que sur un mois, euh, quelques semaines auparavant. Wow. Donc ça a été très très compliqué. Mais là où je suis super fier, là où je suis super fier, pardon, c'est qu'on a pu maintenir le personnel. On a quand même été en croissance. Ça a bouffé la trésor, mais qu'on a refait entre-temps. Et on a continué d'innover pour qu'une fois une fois qu'on a pu sortir de ce problème, donc à peu près vers le mois d'avril 2024, ben là, on avait accumulé pas mal de biens en portefeuille qu'on a sorti très très vite, très très fort. Et ça a permis finalement de rattraper ces quelques mois de carence, quoi. Qu'est-ce qui a fait la différence à ce moment-là? La vision. Moi, j'étais convaincu que ça allait être cyclique, qu'il y avait moyen finalement, plutôt que de faire le gros dos, c'était à ce moment-là qu'il fallait investir et c'est à ce moment-là qu'il fallait se recentrer sur les process, sur les outils, sur la formation des gens aussi, pour qu'une fois que ça s'arrête et que le marché redémarre, on soit OP, qu'on ait du stock à vendre, qu'on ait des équipes qui soient prêtes et formées pour attaquer le marché et qu'on ait tous les outils à notre disposition, que ce soit au niveau informatique, au niveau marketing, au niveau partenaire. Et là, une fois qu'on a eu le ralentissement de cette petite crise, qui a duré à peu près quand même un an, on est encore dedans, mais c'est beaucoup moins fort qu'il y a quelques mois, eh bien, tous les agents que nous avions soient opérationnels. Au final, EasyHome, c'est le rêve d'Anthony Ouais. qui a pris en fait un métier où il a vu quelqu'un qui avait du succès dedans et qui au final a tout révolutionné dedans. Parce que la manière dont aujourd'hui, pour moi, tu n'es pas du tout agent immobilier. Enfin, oui, ton produit, tu l'as gardé, c'est C'est l'IMO, Glimo. mais la manière de le faire n'a rien à voir, la manière de le vendre n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, tu as pris chaque point et tu as regardé comment tu pouvais améliorer. Et c'est le fait que tu aies créé toute cette valeur différente sur un métier qui est tellement vieux et qui est pas du tout, enfin, on va dire, au goût du jour, qui t'a permis de scaler, développer. Et tu sais, au final, on voit souvent les agents immobiliers courir partout au téléphone, toujours en train. Et toi, tu es toujours free, tu as quand même beaucoup de vacances. Derrière, après, tu as créé un système, je pense, à défaut de beaucoup d'agents immobiliers, où tu as favorisé, créer un système et donner l'opportunité à beaucoup de gens du coup de pouvoir gagner de l'argent avec toi, plutôt que de tout garder sur toi. Et donc, tu as changé totalement la dynamique du métier. Bravo. En fait, il y a plusieurs points, et tu as raison, et je te remercie d'ailleurs, parce que c'est super que ça transparaisse de l'extérieur, parce que c'est vraiment la dynamique qu'on a voulu créer. Mais déjà, de base, j'avais 25-26 ans, je travaillais donc, comme je te le disais, dans une grosse boîte immobilière, et je me suis dit, ok, soyons très honnêtes, un agent immobilier va demander, généralement 3%, parfois plus, parfois moins, mais avec les réseaux sociaux, avec des plateformes gigantesques comme ImoWeb, je leur fais de la pub, mais bon, il faut le dire, ils sont monstrueux. Aujourd'hui, n'importe Vu qu'ils qui... nous ont pas fait de virement, On on va biper leur nom. Mais attends, ça va peut-être arriver. Attends, Même si Simon. on fait 500 vues, vous inquiétez pas, on garde le cap. Ça, c'est ce qu'on appelle la vision. La vision. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je me suis dit, ok, j'adore mon métier. C'est un super beau métier, c'est un métier de contact. On a la chance de rencontrer des gens formidables. On a la chance de finalement soutenir des familles qui traversent des périodes difficiles. Il y a des décès, des divorces, il y a des gens endettés. Enfin, il y a plein de situations qu'on connaît, qu'on rencontre et où on peut amener de la plus-value. J'adore ce métier. Et je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde. Pourquoi ? Parce qu'on va vraiment résoudre des problèmes importants. Quand j'ai eu 25-26 ans, avant de créer EasyHome, je me suis dit, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que quelqu'un irait me donner 5, 10, 15 000 euros alors qu'il pourrait prendre son téléphone, faire 3 photos, les mettre sur ImoWeb et attendre que ça se passe ? Si je suis juste un ouvreur de porte, finalement, il n'y a pas vraiment de plus-value. Elle est où la valeur ajoutée du métier ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le métier d'agent immobilier, à la base, il n'y avait pas les médias sociaux, il n'y avait pas Internet même. Les premiers agents immobiliers dans les années 60, dans les années 70, il fallait avoir une vitrine, faire des photos, les faire développer, les accrocher à la vitrine et avoir quelqu'un qui se dise, tiens, moi je vais acheter une maison, je vais prendre ma voiture, je vais aller chez l'agent immobilier du coin, voir ce qu'il a en vitrine. C'est une dinguerie quand tu penses. Mais quand il pense. Mais alors, forcément, le client, pour vendre sa maison, il avait besoin de toi. Il avait besoin de l'agent immobilier traditionnel qui allait faire les photos, qui allait les mettre dans la vitrine. Demain, si tu veux un McDo, tu es obligé de prendre ta voiture et d'aller chez McDo. Enfin, quoi qu'avec Uber, ça change. mais tu ne peux pas te cuisiner ton propre McDo à la maison. Tu vois, tu es obligé d'aller sur le point de vente. Chez le coiffeur, pareil. Par contre, l'agent immobilier, aujourd'hui, finalement, le métier de base, à peu près n'importe quelle personne qui a un téléphone peut être agent immobilier et vendre sa propre maison. Donc moi, je me suis dit, tiens, si j'ai envie de faire ce métier pendant des années, je dois changer le modèle. Je dois amener quelque chose qui fait que les gens ne puissent pas finalement me remplacer. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la vente, aux techniques de vente. J'ai commencé à comprendre qu'une maison, elle n'a pas une valeur figée, que le prix qu'on va en obtenir dépend non seulement du bâtiment, c'est sûr, mais de l'acheteur. Parce qu'il y a des acheteurs qui vont être prêts à dépenser plus que d'autres.
Et le même acheteur, au même moment, ben, ne va pas avoir, en fonction du commercial qui est en face de lui, la même réaction, ne va pas dépenser le même budget, suivant la perception de valeur qu'on va lui donner de la propriété. Et donc, avec tout ça, j'ai créé une méthode. Je ne voulais pas amener une seconde. Il y a 10 000 agents immobiliers en Belgique, hein, Marvin. 10 000 agréés, plus Ouais, tous parce les que, employés, plus... j'allais dire, moi, il y a une période de ma vie où j'étais agent immobilier informel. Hein. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est-à-dire. Bah, en gros, Greg, du coup, un de mes premiers invests, avait acheté un logement à Verviers. Du coup, il y avait 17 logements dedans. Ouais. J'ai vendu 13, du coup, sur la première journée. Parce qu'il était courtier en crédit, du coup, c'était facile. En fait, il suffisait juste de savoir les fiches de revenus des gens. Derrière, on pouvait déclencher les crédits s'ils avaient, du coup, l'apport fonds propres et les revenus nécessaires. Et après, du coup, j'ai revendu dans la deuxième partie, du coup, les biens immo. C'est même là que j'ai rencontré ma femme. Ah ouais, Ouais. excellent. Ah, c'est dans cette Ah, j'avais opération. pas Ouais, le... ouais, donc voilà. Et après, moi, à titre personnel, enfin avec ma femme, on a fait beaucoup de petits achats-ventes qu'on est à agent immobilier informel. Donc, Bien sûr. alors, tu vois, j'étais pas... Parce que c'était mes biens. Donc, enfin, j'achetais, je vendais mes biens, ou les biens, là, en l'occurrence, d'une société où j'étais actionnaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un métier aussi qui est très facile d'accès. Genre, il y a plein d'informels, il y en a 10 000 formels. Mais il y en a combien qui jouent à l'agent Mais immobilier? ça dépend, Ouais, ouais, en voilà, fait, ça dépend qui est agréé et qui ne l'est attention que pas. l'agent immobilier, juste pour cadrer, tu peux le faire quand c'est ton bien, n'importe qui peut vendre son bien, normalement et légalement. Après, ça se fait évidemment sur le marché. Normalement, ce n'est pas possible, parce qu'il y a une législation qui encadre la profession. Mais pour le faire pour autrui, tu es obligé d'avoir un accès à la profession. Mais par exemple, chez nous, on est 23 aujourd'hui. La plupart sont des employés qui travaillent avec mon numéro. Hmm. Tu vois? Donc, il y a 10 000, peut-être même un peu plus, 12 000 agents agréés. Mais bon, ils n'ont pas tous 20 employés non plus, hein, mais il y a ceux qui travaillent tout seuls, mais il y a tous ceux qui ont des employés ou des collaborateurs sous leur numéro. Je pense que le métier, c'est entre 50 et 100 000 personnes en Belgique. Ok, Donc avec c'est 10 000 énorme. agréés. C'est énorme. Tu vois, alors tout confondu, hein, secrétaire, marketing, etc. Mais en tout cas, c'est un métier qui est vraiment C'est à la saturé. fois énorme et à la fois très peu comparé au volume. Ben, tu sais, il y a 10 millions de Belges, 11 millions peut-être. Tu as, je pense, à peu près 5% de rotation, donc tu dois avoir ouais, tu dois avoir 500 000, entre 250 et 500 000 déménagements. Des ventes immobilières, tu en as peut-être 100 000. Donc si tu divises ça par le nombre de personnes qui travaillent dans l'IMO, ça fait une vente par personne. Ça fait pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Aux États-Unis, je crois que tu as 4 millions d'agents immobiliers agréés et 5 millions Wow. de transactions. Mais tu gagnes pas ta vie. Tu as ceux qui vont faire une transaction au bout de 10 ans et puis tu as ceux qui vont en faire comme nous 50, 60 par mois. Donc le marché, en tout cas, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il est vraiment saturé. C'est un métier où il y a beaucoup de monde. Bon, il y a des très bons, il y a aussi des moins bons. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était amener un modèle différent sur la table, avec une valorisation. Et nous, notre target, c'est finalement de ne rien coûter à nos clients. C'est-à-dire que le client qui me confie la vente de sa maison, au minimum, je dois lui vendre à un prix qui lui permet finalement d'absorber nos honoraires et que ça lui coûte rien et qu'il ait une marge en plus. Sinon, à quoi ça sert? Et c'est pour ça qu'on a développé tout ça, tous ces systèmes de marketing, le fait d'aller chercher le bon client au bon prix, euh, et tout ce qu'on a décidé de développer chez EasyHome finalement pour valoriser la propriété de notre client. Mais là où tu es bon, c'est aussi, comme tu dis, cette vision et ce côté marketing. Il y a une offre que tu avais lancée dans le passé qui t'a valu beaucoup de succès. Euh, Beaucoup de critiques et aussi. beaucoup de critiques par la suite, mais ça t'a quand même pas mal aidé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que je pense que c'est aussi une des étapes très importantes dans ton parcours, non? Exactement. Mais justement, tu sais, quand on a eu cette fameuse crise dont je parlais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a moins de choses qui se vendaient. Il faut savoir que notre métier, malheureusement, 70% des transactions, c'est des cas malheureux. Dette, décès, Oh, divorce. purée. Ouais. 70%. Ouais. C'est fou. 70% en tout cas des transactions immobilières, c'est malheureusement, j'ai perdu un proche, j'hérite de la maison, je me sépare de ma femme, de mon mari, ou alors voilà, des dettes. Et donc on a remarqué ceci. Et je te disais tout à l'heure, tu sais que la personne qui avait acheté sa maison à un taux de 1%, après, quand il doit la vendre et que les taux sont à 5%, qu'est-ce qui se passe par rapport à la valeur de sa maison? Factuellement, elle a chuté, puisque le coût qu'elle va engendrer par mois pour un nouvel acquéreur, il a peut-être pris 30%. Donc on a vu un ralentissement, pas dans les statistiques, mais nous sur le marché, sur le terrain, on a vraiment remarqué que des maisons se vendaient à perte. Il y a des gens qui ont acheté des maisons en 2020 300 000 euros. En 2023, c'était difficile de les vendre à 280, voire 270 000. Mais imagine, tu achètes ta maison, tu payes les frais de notaire, tu dois la revendre et tu as une perte.
tu as aussi beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des taux variables. Ils ont acheté, ils étaient dans l'euphorie, ils ont acheté au plus haut du marché, ils ont bouffé toute leur capacité d'emprunt, donc ça veut dire qu'à 100 € près, ils ne pouvaient pas emprunter à ce moment-là, et du jour au lendemain, ils passent de 1200 à quasiment 2000 € de mensualité impayable. Donc on a remarqué qu'il y avait des gens qui allaient se faire saisir par la banque. Mais une maison en vente publique, je ne sais pas si tu te rends compte, Marvin, parfois tu perds 30, 40, 50%. Incroyable. Ah ouais, c'est une catastrophe. Alors évidemment, ça fait le bonheur des investisseurs qui ont racheté des bâtiments et qui finalement ont attendu que ça remonte pour les revendre. Mais nous, ce qu'on s'est dit, tiens, on va essayer de toucher ces gens-là. On va essayer finalement de faire en sorte que ces personnes qui se retrouvent dans une situation difficile, elles puissent, plutôt que ce soit la banque qui saisisse pour vendre à moitié prix, on va essayer de les sauver. Donc c'est pour ça qu'on a dit, nous vendons votre maison en 15 jours, sinon nous vous offrons les frais de vente. Alors bien sûr, c'est un hook. L'idée, c'était de pouvoir faire connaître notre service à un maximum de personnes parce que ça a fait un tollé monumental. Mais c'était cette offre-là en particulier pour toucher des personnes qui finalement devaient te vendre très vite. J'ai des clients qui m'ont appelé en me disant, écoute Anthony, voilà, si c'est pas toi qui vends ma maison dans le mois, c'est la banque qui me l'a saisie. Je te coupe. Et pourquoi? Parce que cette idée-là, encore une fois, c'est pour dire qu'une idée, ça vaut rien. Cette idée-là, je l'ai eue en 2022, quand je faisais tous mes achats-reventes avec ma femme, où je me disais, en fait, il faut qu'à un moment, on ait plus de volume. Et je disais, moi, j'avais dit, enfin, on achète votre maison en 24 heures. Parce qu'en gros, on achetait comptant, en fait, les maisons. De toute façon, c'est pas possible. T'étais Enfin, de l'autre côté, en toi, Belgique, ouais, ouais, moi, j'achetais. Et en gros, c'est 24 jours, je pense, le minimum. Comme ça, si tu veux acheter et vendre très rapidement. Oui, mais en tout cas, après, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le fait de trouver l'acheteur, puis après, il y a toute la partie juridique. Ouais, Heureusement, on a des très bons notaires. oui, c'est vrai. Tu vois, on a des partenaires notaires qui sont très efficaces. Mais normalement, légalement, entre le moment où tu trouves un acheteur, tu signes un compromis et l'acte, tu peux avoir jusqu'à 4 mois. Ah, ok. Maintenant, quand tu es par exemple en cessation de paiement ou que tu as des difficultés financières, tu vas trouver ton banquier, tu lui dis, écoute, voilà, Ouais, j'ai un acheteur, j'ai une offre d'achat, je sais que j'ai des difficultés, mais par contre, commencez pas à me saisir maintenant, regardez, j'ai De toute façon, une il faut offre. du temps, hein. Les gens sous-estiment à quel point il faut du temps. Enfin, moi, j'ai vécu dans Ouais. une faillite. Et en gros, les gens sous-estiment à quel point ça prend du temps entre quand tu es déclaré faillite et on vient vraiment de saisir. On vient vraiment. Ah ouais, Parce ça que prend des en mois, Belgique, hein. on est quand même vachement protégé, voire même des années en tout. C'est Ça vrai. dépend du tribunal dans lequel tu es. Ouais, ouais, vraiment. Donc, tu sais, c'est plus anecdotique, mais moi, du coup, j'ai grandi dans une faillite. Les personnes qui devaient vendre la maison de ma mère, il y a eu deux notaires qui devaient la vendre qui sont morts. Donc, ouais, on peut voir, C'est un métier où les gens sont assez âgés, ouais, effectivement. vu comme ça, c'est vrai que ça peut faire sourire, mais ce qui fait que derrière, ça repart au tribunal et ça recommence. Et là, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, il y a une maison, ça a pris genre 12 ou 14 ans. Ah ouais, 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 vraiment. d'accord. Et là, c'est toujours pas fini parce qu'il y a encore un des biens. Eh ben, dis-toi, il y a un des curateurs qui est tombé malade. Et du coup, ça a repère du temps parce qu'il y avait une deadline et une échéance, genre ASAP. Et donc, en fait, juste pour t'expliquer, et peut-être pour, je sais pas si ça peut rassurer les gens, mais entre la période où tu es KO, vraiment, tu penses Mhm. que tu es KO, et le vrai KO, il y a un vrai temps pour se refaire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut jamais abandonner parce que dans des pays, en tout cas comme la Belgique, pas aux États-Unis, on va te saisir en En 15 2 jours, minutes. si tu as le temps. On va être médiateur de dette, enfin, t'es bien. Après, tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que malheureusement, souvent, les gens sont un peu la tête dans le sable. Souvent, les clients qui m'ont appelé, c'est pas ceux qui avaient une mensualité de retard. C'est ceux qui étaient vraiment depuis Ah, plusieurs mois, ah voire ouais. plusieurs années dans une procédure. Et ce que tu expliques, c'est dans le cadre d'une faillite. Donc, il y a une entreprise, il y a une faillite. Non, une faillite personnelle. Donc tu peux plus Ok, payer tes d'accord. crédits de maison. Moi, parce que mes parents ont fait de l'IMO en personne physique. Ok. Voilà. Une faillite personnelle. Ouais, ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était une des propositions de valeur. C'est celle qui a fait le plus de bruit. Nous vendons votre maison en 15 jours, sinon nous offrons les frais de vente. Déjà, on s'est fait, pour ainsi dire, incendier par la profession, qui n'ont pas compris l'intelligence marketing qu'il y avait derrière. Tu vois? Ce qui est normal quand tu disruptes ton marché. Bah oui, ils Voilà. étaient peut-être jaloux de pas avoir eu l'idée avant. Mais je pense que en plus, quand tu y penses, moi je me rappelle quand j'ai eu l'idée à l'époque, j'avais appelé un de mes amis. C'est tellement genre facile. Parce qu'en vrai, c'est un truc que marketingement, oui, mais en vrai, enfin, c'est super simple en fait. Et c'est génial de l'avoir mis en place. Oui, et après, attention, parce que ce qu'il y a eu beaucoup, les gens qui nous ont rencontrés, ils ont compris. Tu sais, j'ai des personnes qui n'avaient pas de problème de paiement, qui se sont dit, bah tiens, c'est intéressant, on va les rencontrer. Et pour eux, on n'a pas utilisé ce principe de vendre en 15 jours. On est parti sur de la valo, on a pris le temps, on leur a fait gagner parfois 10-15% de plus par rapport à ce que leur maison pouvait être estimée. Donc,
c'est pas absolu. Simplement, ce qu'on voulait, c'était montrer à tout le monde qu'on avait plusieurs propositions. D'ailleurs, tu sais que chez nous, c'est le client qui choisit sa commission. On a plusieurs packs. Donc, le client se dit, bah ok, moi, ma maison, elle est comme ça. Je pense qu'une vidéo, ça peut être pas mal. Une visite virtuelle, ça peut être pas mal. Et nous, on le conseille, bien sûr. Mais tu as d'autres clients. Mais pourquoi est-ce qu'on irait faire une visite virtuelle? C'est petit, il y a pas, il faut plutôt faire de la rénovation Tu as virtuelle. vraiment fait des packages particuliers. Est-ce que tu peux nous parler d'Isium en tant que client? Moi, Amine, on a un bâtiment, Ouais. un immeuble de rapport à deux qu'on a acheté. On s'entend plus. On veut le vendre. Comment tu viens nous voir, quoi? Bah déjà, la première chose, c'est que je vais essayer, bien sûr, on va faire l'évaluation du bâtiment, mais on va essayer surtout de comprendre quelle est votre situation. On va mal. Très mal, Et je ne peux plus le voir. Et il peut plus me voir. Vous apparemment. vivez pas ensemble. Non, mais on est associés. Ouais. En fait, il faut vraiment déterminer quelles sont les priorités. Est-ce qu'on a le temps de travailler convenablement pour aller chercher un bon prix, ou est-ce que vous êtes prêt à concéder une petite perte pour être tranquille? En réalité, quand je vais chez un client ou un de mes collaborateurs, finalement, parce que c'est vraiment notre méthode, on va pas se contenter de faire une estimation. On va bien sûr donner une idée de valeur, mais on va surtout prendre en considération la situation des gens. Je prends le cas, le vôtre. Ça va pas être la même stratégie si tu me dis, écoute, je peux plus le voir, je vais le tuer, il faut vraiment que ça se vende dans la semaine. C'est du de second degré. On va tuer personne. On va tuer personne, je vous rassure. Et on s'entend bien. Du moins de mon côté. Mais en tout cas, on va essayer de savoir, ok, combien de temps on a pour travailler. La chose la plus importante, c'est ça. T'as Combien de 3 temps? mois. Parfait. Bah déjà, une fois qu'on va déterminer ça, on Le va... bâtiment, du coup, vous l'évaluez à 500 000. Ok, 500 000 euros, 3 mois. Bah, s'il est évalué à 500 000 et qu'on a 3 mois, tu sais, la première chose, c'est de voir dans quel segment de marché on est. Est-ce qu'on est sur 500 000 On euros est à dans une... Charleroi. Ça va prendre plus que 3 mois. Non, mais concrètement, et c'est ça, je pense que d'une manière générale, il y a tellement de choses qui peuvent varier en fonction. Bah, Charleroi, tu sais, tu as des quartiers éclatés et tu as des quartiers qui sont super huppés. Mais pourquoi j'ai passé par toi à la place d'une agence immobilière? Mais justement, pour toute cette partie stratégie, toute cette partie conseil, euh, de ce que j'ai vu du monde de l'immobilier, souvent on a un agent qui vient chez le client, Oui. qui fait une estimation, Oui. qui remet un prix. Oui. Et c'est tout à fait logique. Tu sais, la maison, qu'elle t'appartienne à toi, ou qu'elle soit à moi, qu'elle soit à Amine, c'est les mêmes mètres carrés, c'est les mêmes robinets, c'est les mêmes briques, c'est la même toiture. Donc on pourrait penser que finalement la valeur d'un bien immobilier, c'est figé. Et c'est très logique parce que souvent on a une expertise de la banque, c'est une somme, voire une tranche. Ouais. On va avoir, si tu veux, énormément d'éléments rationnels. Qu'est-ce qu'il y a de plus rationnel qu'un prix sur un rapport? Alors qu'en fait, une vente immobilière, c'est émotionnel. Et ce qu'on va essayer de déterminer, bah, c'est quelle stratégie on peut mettre en place pour, dans ce cas-là, bah, obtenir le meilleur prix. Mais dans d'autres cas, pour vendre vite, pour éviter que la banque saisisse. Pour d'autres cas, bah, pour vendre vite, pour éviter que le client ne se retrouve avec bah, une impossibilité de payer ses droits de succession. Dans d'autres cas, j'ai des clients qui ont acheté une maison, qui doivent la payer, on leur refuse le crédit pont, il faut vendre la maison numéro 1 pour financer la numéro 2. Donc chez nous, on va vraiment faire une analyse de la situation des gens. C'est ça qui change tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement donner un prix d'estimation sur la maison, c'est qu'on va prendre en considération la valeur, c'est certain, mais surtout la situation des personnes qui vivent dedans ou qui n'y vivent pas, pour leur dire, écoutez, dans votre situation, la maison vaut autant, mais vous, avec votre profil, avec ce que vous m'avez expliqué, voilà comment je procède. Ok. Voilà ce que je vous conseille. On peut mettre ça en place. Et pour ce faire, voilà nos possibilités. On a ce service-là dans ce pack-là, c'est pas mal. Ce pack-là, ne le prenez pas parce que finalement, ça va vous coûter trop cher par rapport à la marge, par rapport à la situation que vous allez déterminer, qu'on va pouvoir obtenir, ça vaut pas le coup. Donc, il n'y a pas finalement de... Il n'y a rien de figé chez nous. En fonction de ce qu'on va découvrir, en fonction des réalités, en fonction du conseil, en fonction de ce que le client va choisir, on va adopter une stratégie bien particulière. Donc dans ce cas-là, une maison à 500 000 euros, vous vous entendez plus. Moi, je vais surtout essayer de vous convaincre de vous entendre peut-être un mois de plus si ça vous permet d'aller vendre à 500 000 et pas à 480. Tu vois? Et en fait, du coup, si j'ai bien compris, en fait, tu remets l'humain au centre, ses besoins. Grâce à toutes ces années d'expérience et toutes ces ventes, tu lui fais un rapport de ce qui est le mieux pour lui, là où un agent classique vient, te fait un prix, te dit voilà combien ça vaut, et il part. Après, déjà, première chose, je connais pas tous les agents immobiliers Non, du mais monde. Mais en tout cas, on schématise. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde dans le même panier, etc. Mais juste grosso modo, toi, tu t'es dit que tu avais de la valeur à apporter là. je me suis dit que si je devais vendre
mon bâtiment. Et puis après, avec toutes les années d'expérience que j'avais avant, T'aimerais parce bien que ce genre de conseil. avant d'ouvrir Easy Home, finalement, moi, ce qu'on m'a appris, c'est très simple, hein, pour être honnête avec toi, que ce soit dans des très grands groupes ou même dans des agences locales ou à l'école, c'est tu sors ton télémètre, tu appliques le coefficient au mètre carré pour donner un prix, par exemple 1200 euros du mètre carré, et tu as une maison qui vaut 282 424. Mais c'est d'une débilité profonde pour moi. Pourquoi? Parce que l'acheteur, soit il est au début de ses recherches, il va essayer de faire une offre, mais qui va être peut-être 10% en dessous de ce qu'il pourrait faire au bout de 6 mois s'il n'avait pas trouvé la maison de ses rêves. On a Monsieur Dupont qui, lui, veut absolument acheter un bâtiment dans tel quartier parce que c'est le quartier et à côté, il y a l'école des enfants, il n'en peut plus de faire la route. J'en sais rien. Mais donc, un bâtiment, pour moi, il a autant de prix qu'il y a d'acheteurs intéressés pour ce bâtiment. Évidemment, cette maison à 500 000, je peux faire ce que je veux, je ne la vendrai pas à 1 million. Mais est-ce que je vais la vendre 450? Est-ce que je vais la vendre 525? Est-ce que je vais la vendre 485? Tous ces prix-là sont réels parce qu'ils sont déterminés par l'acheteur. D'ailleurs, si je peux donner un petit tips, tu as dit un truc qui vient de me marquer ici, tu la vendras pas à 1 million. Alors, il y a deux manières de vendre, pour moi, à mon sens, un bien immobilier. Et c'est comme ça qu'à l'époque, on faisait de l'immobilier, on gagnait de l'argent avec. Enfin, que moi, personnellement, j'ai gagné de l'argent comme ça. C'est que tu peux créer de la valeur en faisant des travaux. Mais moi, ce que je faisais toujours, c'est que je créais de la valeur en créant un rendement. Mhm. Donc, typiquement, en fait, je vendais sur base du rendement et pas souvent du prix. Ouais. Par exemple, mon immeuble de 3-4 appartements, ça dépend comment sont aménagés mes appartements, ça dépend ce que je fais dedans, Une colocation, par exemple. ouais, ou du Airbnb, donc voilà, pourrait du coup maximiser en fonction, c'est-à-dire tu fais des Airbnb à thème, pourrait maximiser vachement le rendement par logement. Un logement qui pourrait apporter 500-600, on peut en ramener 2000, 3000, 4000, je connais des membres, enfin, dans l'Ultra qui le font, Mhm. et derrière, tu as un logement qui fait 16 000 euros de revenus par an, tu vois, C'est par ça. mois, pardon, Par mois. fois 4. Donc je te laisse faire le calcul, et là tu peux vendre le bâtiment par exemple à 1 million. Et c'est Mais vrai. c'est juste pour donner des axes de réflexion supplémentaires aux auditeurs qui nous écoutent. Et c'est très juste et à la fois très dangereux. Parce Oui. que en tant qu'acheteur, en fait, moi je suis dans une région, je suis pas très loin de Durbuy. Mhm. Tu sais, Durbuy, c'est assez prisé par les Bruxellois, par les Flamands. Pourquoi? Parce que Mark Cook a décidé d'investir énormément. Tu sais qui m'a répondu sur Instagram? C'est vrai? C'est une dinguerie, je vais te montrer le Ah message. ouais, nickel. Incroyable. Le mec, je crois qu'il est sympa. Je l'ai Il jamais est trop rencontré, bien. mais Genre, je me dis. quel succès d'ailleurs, hein. Du C'est un pharma à c'est un l'IMO. milliardaire. Ouais, c'est incroyable hein, tout ce qu'il a fait, les parcs d'attractions. Et en réalité, il y a vraiment sur Durbuy une spéculation, si tu veux. Et ce que tu me dis là avec les immeubles de rapport, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que les gîtes. Faut pas oublier une chose, c'est qu'à la base, ça reste peut-être une maison tout à fait normale. C'est juste qu'il y a une spéculation à un moment donné sur un produit qui fait que les gens vont l'acheter 2 fois son prix. Une petite anecdote comme ça, je ne sais pas si tu savais, mais dans les années 1500, 1600, en Hollande, il y a eu une spéculation sur les bulbes de tulipes. Et tu as des gens, ne me demande pas marrant. pourquoi, mais en tout cas, il y a des gens qui ont échangé des bâtiments Compte des tulipes. contre des bulbes de tulipes. Pardon? Ouais. Mais il faut rester corrélé à la réalité. Alors c'est sûr que demain, moi j'ai un acheteur qui me dit, ok, voilà la maison de 200 mètres carrés là à Durbuy, si c'est pas un gîte, je l'achète 350 000. Mais vu qu'on a l'autorisation d'en faire un gîte, je l'achète 700. Moi je vais pas dire non. Mon propriétaire va être content. Moi je vais être content pour la commission. Tout le monde est content, mais c'est très dangereux, je trouve, en tant qu'investisseur, de décorréler complètement finalement la valeur d'un bien immobilier à ce qu'il est intrinsèquement. Ok. Simplement parce qu'il y a une spéculation sur un truc. Je te donne l'exemple d'une colocation. Ça reste une maison de base. S'il y a quoi que ce soit, si la coloc, pour une raison X ou Y, demain il y a un système juridique qui change, que sais-je, j'ai un client comme ça à Liège, on lui a fait tout changer, il avait acheté son bâtiment à peu près 700 000 euros, aujourd'hui on n'arrive pas à le vendre 300 000. On avait été faire une vidéo, si tu te souviens, Amine. Ah, bâtiment de Liège. Oui, oui, oui. Et donc, Oui, 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 c'est vrai. là je dis prudence. Alors bien sûr, pour ceux qui sont investisseurs, c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui sont propriétaires, ils doivent, que ce soit au niveau des travaux, que ce soit même au niveau du homestaging. Ma compagne, elle est dans le nettoyage. Donc, par exemple, on fait de la valorisation immobilière avec un nettoyage à l'intérieur. Ça permet de gagner quelques dizaines de milliers d'euros. Mais là, on parle vraiment d'un cas extrême où on va avoir une spéculation par la Le destination qu'on donne au bien par rapport au rendement. Mais il faut être très prudent quand on investit dans ce genre de choses pour ne pas acheter au-delà du prix du marché parce qu'il y a une spéculation, quoi. C'est toujours l'histoire qu'on raconte, hein, le storytelling. Hein. Ouais, Mhm. ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, et aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Et moi, j'ai aussi envie qu'on en parle. Anthony, tu as vécu une petite transformation physique. Hein. C'est pas que dans le business que tu as évolué. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager ça? Je sais que Marvin est en pleine transformation, les amis. Il est beau. Et T'as vu comme il est faut beau? savoir que la transformation se passe
merveilleusement bien. Tous les jours, je le vois de plus en plus beau. Alors là, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment ça se passe. Oui, effectivement, je pense qu'être entrepreneur, c'est aussi être un être humain complet. Euh, L'erreur que j'ai fait au début, c'est de me focaliser uniquement sur l'aspect financier. Après, c'est normal, tu lances ta boîte, tu veux que ça Je vais te marche. dire, c'est pas une erreur parce que moi, les premières années aussi, Tu as fait la même chose. mais c'est obligatoire. C'est même pas une erreur parce que c'est pour ça que je te coupe. Faut pas que les gens pensent que c'est une erreur. Si aujourd'hui, t'es dans tes 3-4 premières années de boîte, tu ressembles à rien. Et non, mais c'est vrai, tu ressembles à rien Bah et ouais, t'es c'est- focus que sur ta boîte, t'inquiète. Les profits après vont te permettre de pouvoir avoir une meilleure vie et de pouvoir faire quelques customs. Mais tu sais que j'ai été hospitalisé par contre, Oh, parce que j'ai été très loin. Tu sais, au début, tu as raison, hein, on focus, mais bon, j'avais une mauvaise hygiène de vie. Je buvais plus de 10 Red Bull par jour. Enfin bref, ça m'a mis des soucis au niveau de l'intestin. là t'as un peu J'ai été extrême quand même. Ouais, mais j'ai été opéré, j'ai été hospitalisé pour des problèmes de santé aussi, au début de la création de la boîte, donc je te raconte même pas comme j'étais stressé. J'ai même des clients qui sont venus m'amener des offres d'achat à l'hôpital. Je travaillais sur mon lit d'hôpital. Et en plus, à ce moment-là, si je me trompe pas, si je fais bien les calculs, ta boîte a 5 ans, ta fille a 6 ans. Donc La boîte vient une d'avoir fille. 6 ans. Donc Ok. on vient de terminer la En fait, cinquième ta année. Ouais. fille et ta boîte, c'est à peu près en même temps. Donc Ouais. c'est aussi, Ouais, mais c'est en aussi fait, dur. Est-ce que t'aurais pu y arriver si t'avais pas ce niveau de détermination et de focus? Non, pas Voilà. aussi vite, pas aussi bien, pas C'est aussi tout. fort. T'as sorti une R8 après 3 ans, t'as sorti un truc, le tout sans voler, sans arnaquer, en création de valeur pure. Au bout d'un moment, si tu travailles pas 2-3 fois plus, tu poses pas ton corps dans l'extrême, t'aurais jamais eu ça. C'est sûr. Jamais. Enfin, moi, j'essaie à Ouais, chaque c'est fois vrai, de. finalement, t'as raison. Moi, j'essaie à chaque fois de me dire, est-ce que j'aurais pu taper moins fort ou mieux en faisant les choses correctement, donc sur des bases solides, en étant toujours honnête et aligné avec ce que tu fais. C'est très compliqué de boycotter des heures, en fait, tu vois. C'est très compliqué de tricher. C'est très compliqué. À part Il n'y a pas de taper raccourci. dedans. Hein. Non, il n'y a pas de raccourci. Tu es obligé de taper dedans. Et vu qu'il n'y a pas de raccourci, ben, tu dois taper 2, 3, 4 fois plus fort que les autres. Et mieux encore, tu vois. Donc en gros, je pense que tu n'as pas d'autre option. Donc le coup le gars qui vient t'apporter un truc à l'hôpital, c'est ton niveau d'engagement vers ta boîte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as énormément de succès à 32 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai que le message que j'ai quand même envie de dire, c'est que heureusement qu'à ce moment-là, en fait, ce n'était pas trop tard. J'ai été hospitalisé. Ça aurait pu être pire. Mais aujourd'hui, je suis très content de ce qu'on a réalisé, je suis très content de ce qu'on a fait. Et je sais plus la question que tu me posais, tu me demandais finalement Ta transformation. la transformation, voilà. Donc, mon hygiène de vie, après ça, j'ai commencé à me dire, ok, Anto, il faut faire attention. Il faut faire attention. Maintenant, il faut savoir que moi, toute ma vie, je me suis battu contre le poids, contre la mauvaise nutrition, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai décidé d'être un être humain complet, que ce soit au niveau professionnel, puisque j'estime, voilà, je suis très content de ce qu'on a accompli. Et je voulais aussi, finalement, pouvoir profiter de tout ça. Parce que si c'était pour arriver à 50 ans en très mauvaise santé et avoir tout fait pour rien, ça ne m'intéressait pas. Donc oui, je me suis pris en main, j'ai décidé de perdre du poids. Voilà, il y a la transformation physique, mais il y a surtout la transformation en état de santé. Aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est de savoir que je suis en train de créer quelque chose qui va durer. Parce qu'au bout de 6 ans, oui, je sais que la boîte, elle a des beaux jours devant elle. Mais surtout, je sais aussi que je vais pouvoir profiter de ma petite fille. Je vais pouvoir finalement récolter le fruit de ce travail que j'ai mis en place. Et je pense que cette transformation physique, finalement, n'est jamais que le reflet de mon état de santé qui est bien meilleur. Et toi, Marvin, comment se passe ta transformation? Écoute, la transformation se passe bien. On a encore ici 4 mois, 4 mois et demi à peu près. Ouais, t'as fait un truc encore plus hard, toi, je pense. Ouais, j'essaie de. J'ai essayé, j'ai envie, enfin j'ai atteint certaines choses sur l'aspect professionnel où je suis très heureux de ce qui se passe en ce moment, mais je suis très déçu de ma partie personnelle, perso, parce que si ce n'est l'aspect famille, là c'est. Bah, de toute façon, tu sais, moi je pense qu'il y a que 3 pôles dans la vie, en réalité. Tu as le pro, la partie du coup relation, et il y a toi. Mhm. Et en fait, c'est très compliqué d'être partout. Donc, fatalement, là, ici, en gros, j'ai choisi du coup le curseur pro et famille. Et donc là, j'ai réduit un peu les curseurs dans les deux pour pouvoir aller sur moi. Et en fait, tu joues comme ça, je pense, entre ces 3 curseurs-là. Ça me fait penser à... D'ailleurs, dans cette pièce, une fois, j'ai vu le livre The One Thing. Ouais, Ah il est ouais. là, quelque part. Et Enfin, dans ce livre que j'ai lu, d'ailleurs, c'est un agent immobilier qu'il a écrit. Ah. Ouais. C'est Gary Keller. Keller Williams, c'est le plus gros réseau, fameux succès ce bonhomme. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et dans ce livre, en fait, il explique que l'équilibre, ce qu'on nous vend toujours, l'équilibre, ouais, c'est des c'est un conneries. mensonge. Ouais, c'est des conneries. L'équilibre n'existe pas, puisque à, à un moment, quand tu veux atteindre des performances extraordinaires, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport, que ce soit au niveau de la famille, tu es obligé de monter un curseur qui fait baisser un peu les autres.
l'idée, c'est de pouvoir finalement ne pas toujours rester avec le même curseur, en tout cas dans ma vision des choses, et pouvoir, ok, pendant quelques mois, je mets à fond boulot, puis, ouais, ok, là, la famille, maintenant mon boulot, ça va, la famille, mais à un moment donné, tu vas devoir retourner, Remets dans la famille. Et toi, Amine, Et toi, l'aspect t'es santé. dans cette période de début. Ouais. Donc aujourd'hui, toi aussi, tu as entamé une petite transfo. Je sais qu'il y a beaucoup d'entraînements qui se font avec Oui. un collaborateur. Donc en gros, dis-nous, comment c'est de Non. lancer sa boîte, d'avoir énormément de coups de pression financière encore, et derrière, enfin d'objectifs plutôt à atteindre, Ouais. et en plus derrière de faire une transformation physique. Il me semble que tu as pris un peu des Après, épaules. ouais, j'ai pris un peu, mais après, je sais pas, Il se je cache sais pas avec c'est des quoi pubs. mais je sais pas c'est quoi le plus dur, si c'est de perdre ou de prendre. Je pense que c'est plus dur de prendre. Ouais, mais j'ai l'impression que vous souffrez beaucoup plus parce que, Ah, parce que ça joue beaucoup plus sur ton humeur, quoi. ouais, moi, à vrai dire, je me sens bien dans mon corps, déjà à la base. C'est juste que je pense que je peux aller plus loin, je pense que je peux être meilleur et c'est toujours dans cette idée de devenir une meilleure personne que je le fais. Je vois que tu regardes mon corps, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il est bien Moi, je suis déçu, il a mis un pull large, on voit pas bien les Ouais, efforts ouais. là-dedans. Mais ouais, mais en tout cas, mais le faire en même temps, et ça c'est super dur, le faire en même temps que gérer sa boîte et surtout à ses débuts, ça c'est super compliqué parce que tu dois avoir une hygiène de vie qui est impeccable, tu dois savoir donner du temps, pas louper les séances, prendre du poids c'est aussi bien manger, et c'est là où vraiment j'ai du mal, c'est le bien manger, en plus de bien travailler, en plus de tout gérer, De networker aussi, Amine. de Tu fais networker, beaucoup de networking. de prendre du temps pour sa famille, c'est vraiment important. Après, moi j'ai l'impression, et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que ma boîte elle a 1 an et demi et ça va bien. Et parfois je me dis, ça va peut-être bien trop vite. Comparé à certains. Après, moi, une fois, j'avais parlé avec mon frère. J'ai dit, écoute, ça fait 1 an et demi et ça va super bien. Même moi, je ne m'attendais pas à tout ça, etc., etc. Et lui me rappelait que non, Amine, ça ne fait pas 1 an et demi. Là, bientôt, je fête mes 10 ans de entrepreneuriat, on va dire. Il y a 10 ans, j'ai commencé à me lancer sur scène quand j'avais 15 ans. Je montais pour la première fois sur scène avec comme objectif de créer une entreprise qui faisait des stand-up dans les écoles, ce qu'on a fait. Après, bon, ça a flop, mais on l'a fait, etc., etc. Donc, des projets, j'en avais fait plein. Et c'est vrai que quand il m'a fait cette piqûre de rappel, je me suis dit, mais il a raison, c'est les sacrifices que j'ai donnés depuis que j'ai 15 ans, avec une vision, un objectif. On a changé de bateau à plusieurs reprises parce que ça, d'un côté ça n'allait pas, puis on essaye. Et puis là maintenant avec Creatical, avec cette vision, cet entourage, là ça fonctionne. Et donc voilà. Mais oui, c'est pas facile de devoir tout gérer. En plus moi, pour l'instant, j'ai pas encore de femme, etc. Mais le jour où j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est encore du temps à investir Alors ailleurs. pour moi, vraiment, alors je te coupe là-dessus, la femme, c'est vraiment le truc qui prend le moins de temps et d'énergie en réalité. Ah, je sais pas Et si qui t'en j'ai... donne, Si c'est la bonne. si c'est la bonne. Si Ouais. c'est la bonne. Ouais, je sais pas si j'ai une barrière, des limites, tu vois, mentales. Mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, si j'ai quelqu'un, en fait, je suis persuadé que si j'avais quelqu'un il y a encore 1 an et demi quand j'ai lancé Creatical, j'aurais pas pu avoir le succès que j'avais parce que moi, à l'époque, quand j'étais en couple, moi, je donnais beaucoup de temps à ma relation. Et je pense que c'est là où maintenant, si je suis en couple, ça va changer, c'est que j'ai d'autres priorités, enfin, d'autres priorités, Alors, des focus, tu comprends? Non, mais je sais pas si je m'exprime bien. c'est. Mais Ouais. à Non, tu sais l'époque, que quand t'as fait j'étais une en erreur. couple, non, mais quand j'étais en couple, genre, je donnais tout. Et je sais que maintenant, si j'ai quelqu'un dans ma vie, ben, elle doit accepter qu'aujourd'hui, ma boîte, C'est ton bébé, hein. Ouais, c'est vraiment mon bébé. Ouais. Et je dois y mettre un focus super important, tout en gardant du temps pour cette relation aussi. Donc, c'est là où je me dis, ça doit peut-être être difficile. Après, je vous laisse, les gars, vous êtes plus experts que moi là-dedans. Je dirais que moi, personnellement, j'ai vraiment vécu pas mal de cas de figure à ce niveau-là. Donc, quand j'ai créé ma boîte, j'étais avec une personne depuis très longtemps, la maman de ma fille, justement, qui, elle, était une personne qui me poussait beaucoup, qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses, que je remercie encore aujourd'hui, parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai eu les épaules et finalement le soutien, tu sais, pour le faire. La relation s'est terminée pendant l'aventure entrepreneuriale pour des raisons diverses. Puis finalement, j'étais avec une autre personne qui était quelqu'un de très bien aussi, mais qui n'était pas du tout un entrepreneur, qui n'avait pas cette vision de croissance et de succès. T'as rigolé pour la même chose que moi. Quoi? T'as dit, t'étais avec une personne, t'as dit un entrepreneur. Bah ouais.
Ouais, non. Mais parce que, alors, que ce propos soit bien mis, on n'a rien du tout contre les personnes qui sont du coup homosexuelles, mais c'était marrant parce qu'on sait que c'est une femme. Mais oui, Ouais, bah, une et entrepreneur. moi j'ai pensé aux gens qui vont se dire Ah mais ouais. il est Tu homosexuel. vois, en fait. ouais, Mais moi si je je me sais suis qu'il n'est dit- pas C'est homosexuel. pour ça que ça m'a fait rire. Donc Bon, voilà. ben voilà, mais effectivement, qui n'était pas une entrepreneur, mais qui avait une vision de la vie qui se respecte finalement. Hein. Chacun fait ses choix, mais qui est beaucoup plus simple, plus routinier. Enfin, ça me correspondait pas trop. Et là, effectivement, j'ai été un peu plus freiné dans mon développement. En tout cas, au niveau mindset. Et là, aujourd'hui, j'ai une autre relation avec une personne qui est une entrepreneur, qui elle aussi a sa boîte, qui connaît les réalités. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment retenir pour moi, c'est que c'est l'importance de l'environnement. Ta femme, c'est la personne qui finalement partage le plus de temps avec toi dans ta sphère privée. Et ce qui est important, c'est d'être aligné par rapport à ça. Donc je dis pas que il faut absolument être un couple d'entrepreneurs. Je dis pas qu'il faut absolument quelqu'un qui reste à la maison, pas du tout. Je pense que c'est juste de mettre les choses au clair, de définir ce que tu veux, de mettre le focus sur la relation que tu veux vivre. Et une fois que les gens sont alignés par rapport à ça, ça se passe bien. Je pense que Marvin, toi, tu es un exemple de relation finalement qui se passe bien au niveau de ton développement. Et Un exemple, je dirais jamais. Tu Enfin, dis, moi, pour moi. non, mais moi personnellement, c'est le truc dont je parle le moins sur tout ce que j'ai. Parce que je pense que les trucs précieux, il faut éviter de les Ouais, exposer je suis d'accord. pour se jeter l'œil. Mais je suis très heureux de la relation que j'ai avec ma femme. Maintenant, en gros, ce que je dis, quand j'explique la situation en cercle privé, c'est que moi, quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai donné un discours. Et ça fait 5 ans maintenant. Et mon discours n'a pas changé, pas un Ça. mot en T'es fait. toujours aligné, Donc, vous êtes aligné. et en fait, je pense que ce qui pourrait fragiliser la relation, et je pense que c'est ce qui fragilise les relations chez les hommes et les femmes, c'est si ton discours change. Si Mhm. demain, Mhm. je dis, bah Totalement. voilà, peut-être que si je diminue mon volume de travail, si je change ma personnalité, ça lui conviendra pas, et ça serait normal. Moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est des gens qui sont dans des modes de vie normaux, tous les deux. Mhm. Peut-être même étudiants qui se rencontrent avant. Et après, il y en a un des deux qui vrille et Ouais. qui devient entrepreneur. Et l'autre personne, à juste titre, elle dit, je n'ai pas signé pour ça. Mhm. Tu vois. C'est Et ça. vu que je n'ai pas signé pour ça, je me sépare de toi. C'est pas que l'autre personne est mauvaise ou qu'aucun des deux est bon, juste elle n'a pas signé pour ça, tu t'es transformé, tu as changé. Tu as pas changé peut-être sur l'aspect physique, mais tu as changé sur l'aspect mental. Nous ne sommes plus alignés, nous n'allons plus dans la même direction, donc je préfère rompre la relation. La relation. Et tu as des personnes qui rompent sur l'aspect du coup physique ou par exemple, ah oui, lui il est plus comme quand je l'ai rencontré, ah lui, nanana. Et là, c'est encore un autre cas de figure, parce que je pense que ça se remet beaucoup plus facilement. Mais c'est clair que, clairement, moi, je pense que si tu veux essayer de garder une relation le plus longtemps possible, et encore une fois, je suis pas du tout un exemple, et je donne pas de conseils, mais c'est essayer d'être le plus alignant entre la personne que tu es quand tu rencontres la personne, et là où vous allez, quoi. Essayer d'avoir le plan le plus clair possible. Ouais, mais c'est difficile dans ce sens parce que si je prends mon cas, je suis passé de étudiant qui n'allait pas à l'école, qui ne pensait qu'à s'amuser, à entrepreneur qui. Tu vois, donc la vie aussi fait que tu changes par définition. Quoi qu'il en soit, tu changes peut-être pas finalement qui tu es au fond de toi, mais à un moment donné, aujourd'hui, je sais que l'entrepreneuriat, c'est ma vie, je sais que je vais continuer dans cette direction, mais la période entre tes 18 et tes 25 ans, il y a énormément de choses qui se passent qui font que tu te trouves, tu découvres qui tu as envie d'être pour le reste de ta vie, tu trouves ta voie, tu sais quel est le genre de vie tu as envie de vivre, et c'est clair que c'est parfois difficile finalement pour les gens de rester alignés. Hein. Ouais, je pense clairement, tu Mais as raison. c'est pour ça que les relations qui commencent très jeunes dans l'adolescence, etc., Ouais. et qui durent jusqu'à à la mi-vingtaine, souvent échouent parce qu'à la fin, Les les nôtres, gens, quand ils les se sont nôtres. rencontrés, Parce que je pense que celle de la génération d'avant, oui, ça mais marchait, il y parce avait qu'il y beaucoup, avait il n'y des a pas le choix aussi oui, il y avant. avait des convictions beaucoup plus Ouais. fortes. Il y avait des noyaux qui Mhm. faisaient tenir le couple Et fort. aujourd'hui, les gens changent et se disent, ok, en fait, on n'est plus alignés et c'est normal et c'est fini. Mais après, il faut accepter le changement de chacun, je pense. Ça, c'est important. Il faut accepter que les gens changent. Euh, mais c'est pour ça, moi, en fait, j'aime beaucoup ton discours. Et j'ai l'impression que tu l'as théorisé. Je sais même pas comment tu es arrivé à ce point de Ça réflexion, fera un deuxième à livre. cette maturité de réflexion. Ouais. Ouais. En fait, tu verras, et c'est ce que ma femme m'expliquait, elle me dit tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, déjà, tu as ton plan dans ta tête, et en plus, tout est logique. Alors, tu vois, moi, Ouais. je cherche pas les trucs compliqués, c'est de chercher les trucs logiques, tu vois. Tu sais, par exemple, tu vois, quand je dis toujours ça aux gens, je dis, ouais, moi, je suis avec ma femme tant qu'on s'aime, quoi.
J'ai dit, si un jour on s'aime plus, ben genre on est tous les deux alignés sur le fait de plus être Bah oui. ensemble. Parce que je vois pas l'intérêt sur une deadline qui est tellement courte, le temps de vie sur Terre, de se faire chier avec quelqu'un, tu vois. Et le fait de pas mettre de pression à ce niveau-là Mhm. fait qu'on vit en total, alignement et on n'est pas stressé. Mais encore une fois, j'ai pas de... Non, je sais à donner. Non, non. Je touche du bois pour que ma relation continue. Pareil. Ne me mettez pas l'œil. Ouais. C'est ça. Non, voilà. Mais toi, t'es quelqu'un qui donne tout, hein. Et on en a parlé encore Ouais, à Los Angeles. ouais. T'es Bah quelqu'un ouais. qui donne tout, que ce soit dans tes relations, on le voit, que ce soit dans le boulot, dans tout, quoi. Dans tes amitiés, tu donnes tout à 100%. Mais en fait, je ne sais pas faire autrement. Et je pense que ce que t'expliquais, Marvin, c'est c'est très juste, mais surtout dans les traits de personnalité, parce que j'ai toujours été comme ça. Mhm. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été quelqu'un, c'était tout ou rien, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de porte de sortie. C'est soit on y va, on fait les choses et on le fait pour que ça fonctionne, mais soit on ne fait pas. Et effectivement, moi, si je me mets avec une personne, ou même par exemple par rapport à ma fille, ben, je veux rendre sa vie extraordinaire. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est un focus pour moi. Ma relation, je veux absolument que ma relation soit un succès et je donne tout pour deux raisons. Ben, la première, c'est parce que pour moi, on ne réussit vraiment que quand on est à 100% et quand on est focus, quel que soit le domaine de la vie. Et le deuxième, je veux aucun regret. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, dans le business, dans les relations, dans les amitiés, je ne veux pas, moi, me dire, ouais, mais si j'avais fait cette petite chose en plus, peut-être que. Donc en réalité, j'ai jamais de regret en me disant, bah tiens, j'aurais dû. Parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire à ce moment-là. Et je crois que tu dors mieux quand c'est comme ça. Mais t'as pas peur que, à force d'avoir tout donné, ben, on t'a tout pris et on t'a Ouais. rien rendu? Moi, par Bah, exemple, à titre privé, je suis sûr que j'ai moins donné à ma femme sur les 5 années que toi, genre sur l'année et demie, quoi. peut-être bien. Ouais. Ouais, Bah, non, c'est chaud. même sur les 32 dernières années, parce que je suis quelqu'un comme ça, Mais t'y penses pas? non. Tu penses pas à la possibilité que, au final, t'as tout donné et t'as rien reçu en retour, entre Moi, guillemets? Bah, c'est en fait, je ne me pose pas la question dans le sens où moi, ce qui me rend heureux, c'est de donner. et ce que j'allais dire. En fait, je pense Hmm. qu'aussi, le cas, et ça, c'est une autre théorie qui est intéressante, c'est en fait, on n'a pas tous les mêmes langages de l'amour. Et Anto, c'est son langage de l'amour, en fait. Oui, de l'amour, ou même des relations amicales, ou Mhm. même d'à peu près tout. Ouais. Je veux dire, je peux rencontrer quelqu'un demain, je parle pas d'amour, ici je parle d'une personne que j'apprécie, un ami ou quoi que ce soit. Si je m'entends bien avec lui, il a un problème, le lendemain il m'appelle, écoute, je suis à Berlin, viens me chercher, je vais faire la route, je vais aller le chercher. Parce que c'est dans mes valeurs, je suis comme ça. Je pense que je serais plus malheureux de ne pas être aligné avec mes valeurs, avec qui je suis, et de ne pas faire les choses par peur qu'on ne me le rende pas, que finalement on ne me rende pas pour de bon et d'avoir été désaligné par rapport à qui je suis. En fait, je le fais pas pour l'autre, je le fais pour moi-même, pour être aligné avec qui je Mhm. suis. Et je dors beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc non, je ne peux pas dire que j'ai peur qu'on ne me le rende pas. Tu sais, regarde dans l'entreprise, j'ai des collaborateurs pour qui j'ai fait énormément de choses. Et je pense que tout le monde l'a vécu. Il y a eu des trahisons, il y a eu des manques de reconnaissance. Il y a eu des gens, bah, finalement, pour qui tu as donné énormément, qui t'ont craché dans le dos. Et ça leur appartient. Moi, je suis aligné avec qui je suis. Je sais que j'ai fait quelque chose de bien. Je sais que je suis une bonne personne. Ça ne parle pas de moi, ça parle d'eux, en fait. Et pour revenir sur le sujet de base, qui était donc comment, entre guillemets, enfin, je veux dire, essayer de faire durer sa relation, ça démontre, et je pense qu'il y a aussi un truc, souvent chez les entrepreneurs et chez les gens chez qui ça s'est passé, c'est que tu as des niveaux de confiance différents en fonction de la personne que tu es. Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en vrai, j'ai changé sur beaucoup d'aspects, mais le niveau de confiance de base, genre, je l'ai toujours eu. Tu regardes mon frère, c'est pareil parce que nous, on est nés avec ce niveau du coup de confiance en nous. Ce qui fait que j'étais parfaitement aligné par rapport à ce que je vais faire ou ce que je vais devenir. Hier, on a rencontré des gens, c'est la première fois que je les vois, on parle d'entrepreneuriat, etc. Je lui explique mon plan, je lui dis voilà, ça c'est mon plan pour être milliardaire. Et le gars, il fait ah, ouais, purée, t'as un plan, c'est un entrepreneur, etc. Ouais, t'as un plan et tout pour. Je dis bah oui, parce que si t'as pas de plan, si t'as pas de cohérence. Donc, est-ce que je vais y arriver? En tout cas, sache que dans 23 ans, si j'y suis, c'était pas un hasard. Ça fait quand même 23 ans que je le prépare, enfin même un peu plus, avec les citoyens entrepreneuriat, donc 30 ans. Et est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne, le fait d'avoir un plan et d'être aligné par rapport à ça? Non. Par contre, j'ai une confiance de base, alors que là, je peux te dire qu'on a des années-lumière du milliard, hein, des Mhm. années-lumière. Mais il faut avoir une cohérence par rapport à ça. Et si demain tu deviens joueur de foot, ou enfin, je suis pas, non, c'est peut-être pas le bon exemple. Si demain je fais quelque chose qui est totalement désaligné, je commence à faire du spirituel et je vis, je sais pas moi, au Japon, ben, il va se dire, mais le gars il était totalement incohérent par rapport à ce qu'il dit. Tandis que si dans 23 ans tu me vois, je suis toujours en train de galérer, mais à la place de faire un milliard, j'en pèse 100 millions, bah ouais, tu vas dire, ah ouais, ok, bon, il avait son plan, Bah, mais c'est il le a juste cap. pu y arriver, quoi. Ouais, C'est le cap, en fait. Je pense que ce qui est important, c'est quoi qu'on veut faire, quoi dans qu'on a sa envie vie, de faire dans la vie, exactement.
c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin qu'on fait. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, mais c'est par là que je veux aller. Alors oui, je vise le sommet de la montagne, mais peut-être que tu vas arriver à 2 km du sommet, mais tu auras fait 7 km. Ou peut-être que tu vas le dépasser de 2 km aussi. Ou peut-être que tu vas arriver sur la Lune. Tu sais, il y a une grande phrase bateau que tout le monde dit, c'est Vise la pour Lune pour atteindre. atteindre les Voilà, étoiles. exactement. Non, attends, c'est Pour, quoi? pour aller- Atteindre les étoiles, vise la Lune, c'est ça? Ou Non, c'est la- attends, Vise c'est la lune et t'atteindras la euh, lune. Ouais, si, je crois que Vise la lune et en visant t'atteindras- la Lune, si tu te rates, t'arrives dans les étoiles. Ouais, je crois que c'est Un ça. truc Je crois dans que le c'est genre. ça. Ouais, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu vas Vérifie toujours. vite, qu'on passe On va voir encore un peu. plus pour des personnes qui sont pas très cultivées. Mais en tout cas, tu iras toujours plus loin que si tu ne démarres pas. Mhm. Et si tu n'as pas de plan, tu vas nulle part. Donc, Et je pense qu'afficher tes objectifs ou tes plans ne fait pas de toi une mauvaise personne, parce que souvent on voit ça en francophonie. ouais, dans notre société, Mais- c'est difficile. Il faut rester avec le fait, aligné avec le fait d'être en action, parce que sinon tu perds confiance en toi. Si tu n'es pas dans l'action, si tu ne fais pas un chose, tu vas dire maintenant en fait je suis nul et je vais pas y arriver. Je pense que ça c'est important vraiment, et aussi bien du coup pour tes relations perso que pro, le fait d'avoir une cohérence et de savoir où on est. Par exemple, je sais qu'on sera potes tant que derrière tu continues à performer, à être entrepreneur. Ah oui. Parce que, et pareil de mon côté, parce que si je performe plus ou je suis plus entrepreneur, et on a moins de centre d'intérêt. Alors humainement, ça On passe restera bien. toujours des potes, Oui. mais il y aura plus Il y a d'atomes plus de crochus. trucs, Ah oui. tu vois. C'est comme si demain, tu dis, ouais, moi, tu commences à vriller avec l'automobile et à chaque fois que tu as un dégoût pour l'automobile et à chaque fois qu'on se voit, tu critiques l'automobile, tu vois. C'est pas le cas aujourd'hui. tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est c'est que l'idée. si à un moment tu as un désalignement avec la personne par rapport à quand tu l'as rencontré, c'est normal qu'en fait vous vous sépariez. Et je vais répondre à Amine justement par rapport à ta question. Je pense que Marvin a donné un élément de réponse ici. Quand tu es aligné avec qui tu es, ça te permet de rester qui tu es, en fait. Parce que quand tu commences à... Finalement, la peur, c'est quoi? C'est un manque de confiance. C'est une perte de confiance. Avoir peur, finalement, que les gens ne nous le rendent pas, c'est ne pas avoir confiance en soi, en sa capacité d'être aimé pour ce que l'on est. Mhm. Et du coup, tu commences à changer. Et quand tu commences à changer, tu n'es plus la personne que tu aimes toi-même. Donc ton amour de toi, ton estime de toi et ta confiance finalement en toi, qui sont pour moi les 3 valeurs fondamentales, c'est les 3 choses les plus importantes. Par crainte, par peur, tu te désalignes de qui tu es profondément et donc tu perds aussi les bonnes personnes qui n'étaient pas là par intérêt. Donc je pense que c'est vraiment primordial d'être en accord avec soi-même, et puis après ce que les gens te rendent ou pas, faut pas le faire pour les autres, faut le faire pour soi. Je suis assez aligné avec ce que. Ouais, je suis totalement d'accord avec, Tu vois. avec tout ce que tu dis. Et toi, c'est quoi que tu décideras de faire dans les années futures pour ton parcours entrepreneurial et pour Easy Home? Alors C'est déjà, quoi la vision? moi j'ai une politique de kiff. Tout ça, je le fais surtout parce que j'adore. En fait, moi, mon focus, bien sûr, il y a des chiffres derrière, mais le plus important, c'est la liberté. Je viens d'un milieu où aujourd'hui, je suis aujourd'hui à des années-lumière d'où je pensais un jour arriver dans ma vie. Je viens d'un milieu très modeste, je viens d'un milieu où finalement, déjà avoir sa propre maison, c'était déjà un rêve en soi. Et aujourd'hui, est-ce que ce sera 10 millions, 100 millions, 1 milliard, plus, moins? Ce que je veux, c'est garder cette liberté pour moi, pour ma famille, et surtout la liberté de profiter avec ma fille, avec ma femme, avec les gens qui comptent pour moi. Donc, tant que j'ai finalement ma liberté et que mon kiff, c'est d'entreprendre, je vais le faire. Évidemment, c'est beaucoup plus kiffant d'être dans la croissance, d'être dans l'action, tu le disais, et de créer de la valeur toujours mieux, toujours plus. Tu sais, c'est comme un jeu vidéo, la vie. Dans un jeu vidéo, si tu recommences toujours le niveau 1, tu t'emmerdes. Donc c'est pour ça que je pense que des bons entrepreneurs vont toujours vouloir aller plus loin. C'est parce qu'il y a finalement cette fibre de la création qui est un kiff. C'est vrai. Plus tu vas créer, plus tu vas t'amuser. Et la création, il n'y a pas 36 solutions. C'est du personnel, c'est du chiffre d'affaires, c'est des EBITDA, c'est finalement les résultats, c'est les fruits de ton travail qui sont finalement la photographie de ton succès. Voilà comment je vois les choses. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a 2 focus pour moi. Il y a la liberté de profiter de la vie et la création de valeur. Au travers de l'immobilier ou au travers d'autres choses. Là, par exemple, avec toi, Marvin, je découvre d'autres personnes dans d'autres business, d'autres styles d'entreprise. Ce qu'on fait là en vidéo, par exemple, j'aime beaucoup le fait d'amener de la valeur aux gens. Ce que je fais dans ma boîte aussi, donc de former des personnes à faire ce qui, moi, m'animait, transmettre. Tu sais, dans la pyramide de Maslow, je pense que la transmission, c'est un des derniers niveaux. C'est super kiffant aussi. Donc, je dirais que mon avenir, il va être vraiment dans cette direction-là, donc de créer de la valeur, mais surtout de transmettre. Tu as dit un truc qui est très marrant. Tu as dit, de là d'où je viens, le succès, c'est d'acheter une maison. Ça me fait rire parce que chez moi aussi. Et les gens ne se rendent pas compte à travers, par exemple, ce podcast ou la manière des fois on communique sur les réseaux sociaux, à quel point à la base on était nuls. Ah ouais, c'est ça, quoi. On était rien. On était rien, on est toujours rien.
mais derrière, à quel point en étant rien et en devenant rien, tu peux quand même arriver à faire quelque chose de ta vie. C'est sûr. Et je pense que c'est ça le message à travers ce podcast. C'est pour ça que tu es un invité qui ça me tenait à cœur d'inviter, comme beaucoup d'autres. Mais c'est vrai qu'on a un parcours de la situation géographique dont tu as grandi, ton histoire avec ta mère, etc. Où on a beaucoup de similitudes. Et c'est vrai que c'est important pour les jeunes qui regardent aujourd'hui, qui sont perdus, qui n'ont pas forcément de direction. C'est de se dire, vous inquiétez pas, il y a 2 losers qui à la base, peut-être 3 losers même, qui à la base, en gros, ils ont réussi à faire quelque chose de leur vie juste en essayant, en écoutant et en se remettant en question constamment. C'est sûr. Et En puis tout en cas- ayant cette volonté de le faire. Oui, En tout cas, les amis, merci beaucoup pour ce podcast. Je crois que c'est la meilleure façon de terminer sur ces belles paroles. est-ce qu'on peut juste savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, Anto, s'il te plaît? Partout. Hein. Moi, on m'appelle, je viens boire un café. Non, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, grâce aussi à Creatical et Amine, hein, un peu de pub. On a une belle, Je vais lui envoyer une facture. ouais, dans ce sens-là pour une fois, on a une belle notoriété. J'ai payé Ultra. J'ai payé Ultra, j'avais jamais payé une facture aussi grosse, t'inquiète pas. Non, mais ouais, sur les réseaux sociaux, je partage un peu ma vie, je partage un peu mon business, que ce soit sur TikTok, sur C'est quoi tes Instagram. réseaux? Bon, Anthony Casula, tout simplement, nom, prénom en attaché. Et de plus en plus aussi sur des podcasts comme ça, j'espère, et évidemment dans le groupe Ultra, dont je fais partie aussi grâce à toi, qui a vraiment créé une communauté d'entrepreneurs où finalement l'environnement est très sain. Donc je conseille vraiment à tout le monde de s'y intéresser en tout cas, et je t'en remercie. Merci à toi, Anto. Je t'en remercie parce que c'est vraiment une belle bouffée d'oxygène, on se sent plus tout seul. Donc ça, c'est vraiment génial. Et voilà, et sur Easy Home, puisque c'est ma boîte, et si vous cherchez de l'immobilier et que vous cherchez à vendre ou acheter quelque chose, on sera ravis de vous aider. Super. Super. Merci beaucoup, Anto, pour ce podcast. Et, Merci à vous deux. ce beau message. Merci, Marvin, pour Merci ce à chouette toi. moment. Merci à tous ceux qui ont passé cette heure avec nous. J'espère que vous avez pu en tirer pas mal de valeur. Mettez Et on des se j'aime. dit Mettez des j'aime. Des Plein, j'aime, des Plein, commentaires. suivez-nous sur les réseaux. Lui, c'est déjà le fait, hein, mais Si vous pouvez lui Suivez donner Anto. 20 000, 30 000 abonnés, c'est parti. En tout cas, merci et on se voit à la prochaine. À la prochaine. à bientôt.